Quand je vous disais qu'il s'agissait d'une première mondiale, vous voyez que je n'exagérais pas. Première mondiale tellement importante qu'à son propos, des hommes de science très très sérieux n'hésitent pas à se poser la question des questions. Est-ce que cela implique l'existence d'une civilisation extraterrestre? C'est bien sûr de cela dont nous allons parler dans un instant avec nos invités, notamment avec Jean-Jacques Velasco et Michel Bougnas. Mais je voudrais d'abord que Renato Nicolai, le témoin, le Français qui a vu l'OVNI et qui est naturellement des nôtres ce soir, nous dise, avec un peu plus de 10 ans de recul, ce qu'il pense de tout ça aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que vous avez vu, selon vous, à ce moment-là? Ben, j'ai perçu un objet. Ça vous a fait peur quand vous avez vu ça? Non, là, non, mais enfin, quelque chose quand même. Il m'est arrivé, ben, sûr. Est-ce qu'on s'est moqué de vous dans le village? Non, pratiquement, jusqu'à présent, vous non. êtes réputé sérieux, oui. Oui, quelques, mettons. Et j'imagine que le fait que des hommes comme Jean-Jacques Velasco et Michel Bougnas prennent au sérieux votre témoignage doit quand même vous faire très très plaisir. Je pense quand même qu'ils ont fait du bon travail. Un jour, on arrivera bien à voir, savoir quelque chose. Quand? Alors justement, là, il faut qu'on se retourne vers Jean-Jacques Velasco et Michel Bougnas. Écartons peut-être tout de suite l'hypothèse de l'engin militaire couvert par le secret défense. Pourquoi faut-il l'écarter? Jean-Jacques Velasco. Eh bien parce que les effets qui ont été constatés à partir des analyses effectuées sur le site, tant du point de vue du sol que de la végétation, ont montré que la propulsion éventuelle de ce phénomène ne correspondait pas à une propulsion qui aurait pu être faite par des produits à base de carbone, c'est-à-dire des produits de combustion. Bon, en réalité, en état actuel de la technique, et toutes les civilisations de la Terre connaissent les progrès techniques des autres, c'est pas un engin que l'homme aurait pu fabriquer. Au stade actuel de nos connaissances, nous ne le pensons pas. D'accord. Bon, vous, Michel Bougnas, on a vu que vous étiez biomathématicien. Vous avez fait parler les plantes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les plantes? Bien, les plantes m'ont dit qu'effectivement, Renato Nicolai avait vu quelque chose à l'endroit qu'il avait indiqué et que cet objet bizarre, qui est donc le sujet de nos préoccupations ce soir, a effectivement transformé le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont les molécules des plantes s'organisent pour faire vivre ces braves végétaux. Et ces transformations ont été suffisamment importantes pour être toujours visibles près d'un mois après le passage de l'OVNI, et elles étaient en revanche complètement effacées 2 ans après, lorsque nous avons fait des analyses de contrôle. Donc, en résumé, il s'est bien passé quelque chose qui a laissé des traces physiologiques. Je vous comprends, mais est-ce que vous voulez dire que ce que vous avez constaté comme transformation dans les plantes, l'homme n'est pas capable de le refaire expérimentalement en laboratoire? Alors ça, jamais de la vie, vous ne me ferez dire pareille chose, mais effectivement, il nous faudrait certainement des siècles pour essayer toutes les combinaisons possibles de facteurs susceptibles d'agir sur des végétaux, donc pour réussir une modélisation parfaite. Ce qui signifie en même temps que si quelqu'un avait voulu faire un canular et organiser des traumatismes sur les végétaux qui créent un effet comme celui-là, il aurait fallu de très très longues années d'études et de recherche. Bon, alors on a 2 pistes. Une piste qui concerne l'engin lui-même et une autre piste qui concerne les traumatismes qu'il a fait subir aux plantes à l'environnement de son lieu d'atterrissage. Mais dites-moi, Jean-Jacques Velasco, pourquoi vous n'osez pas aller carrément plus loin? C'est pas l'homme qui peut avoir construit cet engin, et les effets qu'il a fait sur les plantes ne peuvent pas avoir été faits par l'homme. Alors je sais bien, dans le film qu'on vient de voir, vous dites peut-être une autre planète. Il faut peut-être franchir le pas, non? Non, nous ne pouvons pas aujourd'hui, au stade actuel, affirmer qu'il puisse y avoir un quelconque rapport, ni une preuve avancée entre les phénomènes de cette nature et une éventuelle visite d'extraterrestres sur notre planète. Simplement, cette affaire montre qu'il existe des phénomènes physiques parfaitement cernés, et c'était le cas, sur lesquels nous avons pu mettre en évidence des aspects tout à fait particuliers, mais nous ne pouvons pas malheureusement interpréter globalement cette affaire. Nous pouvons peut-être sur certains éléments apporter des interprétations, mais pas globalement. Et je voudrais juste dire un mot sur... Il y a un saut que le scientifique que vous êtes hésite à faire, quoi. Michel Bougnas, oui. Lorsque vous parliez tout à l'heure des organismes militaires, par exemple, qui auraient pu réaliser un engin se propulsant autrement que classiquement,
pour ma part, je ne me hasarderai pas à dire qu'il est totalement impossible que quelque part sur la Terre, une organisation quelconque soit capable d'expérimenter quelque chose que les militaires ne font pas. Je crois que ça, c'est encore un autre aspect de la question. Donc il me paraît hasardeux aussi de dire qu'il est impossible que cet objet vienne de la Terre. Ah, on avance, on avance, on avance. Dites-moi, on disait que Trans était une première mondiale, notamment à cause de ce qu'a constaté Michel Bounias. Est-ce qu'il y a dans les dossiers recensés d'objets volants non identifiés, mais les vrais, pas les supercheries ni les hallucinations, est-ce qu'il y a d'autres faits aussi troublants, aussi importants que Trans en Provence? Est-ce qu'il y en a en France? Alors en France, bon, le résultat de l'enquête de Trans en Provence est quand même l'aboutissement d'un travail qui a été mené depuis 1977 par le Centre national d'études spatiales, qui a mis en place cette structure au Centre spatial de Toulouse pour étudier les phénomènes qui étaient rapportés par des témoins, des observateurs, qui pouvaient se rendre dans les brigades de gendarmerie ou dans les commissariats de police pour faire état de phénomènes de toute nature. Et je crois que l'intérêt de cette structure, ça a été d'avoir avec un regard scientifique et d'être indépendant de toute pression telle qu'elle soit, de manière à pouvoir recenser les phénomènes et apporter, en tant qu'expert, une opinion sur ces événements. Est-ce que l'avenir proche pourra nous dire vraiment ce que c'était que l'OVNI de Renato? Je pense que si... Ou est-ce que le dossier est refermé? Non, le dossier ne sera pas refermé. Le dossier continue. Je crois que nous avons encore des observations de phénomènes, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il a été investigué avec des méthodes scientifiques et que nous avons pu obtenir des résultats tout à fait particuliers. Maintenant, il existe dans le monde d'autres cas qui peuvent être similaires à celui-là. Malheureusement, il n'a pas été fait le travail qu'il a été fait sur celui-ci. Bon, alors là, je vais me tourner vers un autre de nos invités, Perry Petrakis. Vous animez une association qui s'appelle SOS OVNI. Vous recevez beaucoup d'appels sur vos numéros de téléphone et votre 3615. Ce que je peux vous dire, c'est qu'entre effectivement la ligne téléphonique et le 3615 SOS OVNI, nous avons plusieurs milliers d'appels par an. Maintenant, il ne s'agit pas uniquement, bien entendu, d'observation. Il y a des gens qui souhaitent s'informer de ce qui peut s'observer, de ce qui peut se faire dans ce domaine-là. Et il y a également un certain pourcentage qui est consacré aux observations qui nous sont rapportées. Enfin, de toute façon, n'est-ce pas, Monsieur Velasco, si vous apercevez un ovni ou vous croyez en voir un, vous pouvez, conformément à la démarche en vigueur depuis le GEPAN même, vous pouvez bien sûr appeler les gendarmes qui feront l'enquête si les services de Monsieur Velasco le leur demandent. Bien.